昔、ようこありけり。その狐、9つの尾ある。その尾、一度降らば山崩れ津波立つ。これに講じて人ども、忍びの輩を集めけ。四代目が来るので足止めをかけろ。これ以上いるほど高に使ってるな。わずか一人が忍びの者、生死をかけこれを封印せしめるが、その者死にけり。その忍びの者、名を四代目トカゲと申す。Konoha, le village principal du manga Naruto. C'est un petit peu l'équivalent de la guilde de Fairy Tail, mais version ninja. C'est un lieu où se rassemblent ninjas et civils, il y a une construction hiérarchique et c'est plus ou moins l'équivalent de notre monde à nous. Bah oui, il y a un chef, les différents soldats, les travailleurs et les civils. Le chef ne fait pas tout ce qu'il veut, l'économie est au moins aussi importante que la partie militaire. En bref, Konoha, c'est un village qui a beaucoup plus de profondeur qu'on l'imagine. Et le terme est bien choisi. Profondeur. Parce qu'aujourd'hui au programme, l'iceberg Konoha, expliqué. Pour rappel, un iceberg c'est un type de vidéo qui fonctionne par niveau de profondeur. À la surface, on a les infos, classiques entre guillemets que vous pouvez connaître, mais plus on va descendre, plus ça va devenir spécifique, sombre et théorisé. C'est globalement un entonnoir qui va permettre d'analyser tout le lore de ce manga magnifique. J'espère que vous êtes prêts. Et puisque j'entends la foule réclamer Tenten Otsutsuki, on va pouvoir commencer. Et no joke, j'ai failli la mettre parce qu'elle peut utiliser les pouvoirs des Otsutsuki, on connaît pas vraiment son nom de famille et je suppose qu'on l'a caché parce qu'on voulait pas qu'on montre que c'est Otsutsuki, mais bon, vous avez capté. Historiquement parlant, le village de Konoha est né à la suite de nombreux conflits. À l'époque, il n'y avait aucune structure comme un village, mais seulement des clans qui se faisaient recruter dans des conflits. Les clans les plus puissants de l'époque étaient les Uchiwa et les Senju, et dès que l'un des deux était recruté, bah l'autre l'était obligatoirement. Et la création du concept de village est née de l'amitié entre un jeune Senju et un jeune Uchiwa qui en avait juste marre de perdre leurs proches. Ils ont donc décidé de créer une structure pour que leur famille n'ait plus à mourir sur le champ de bataille. Faut dire aussi que l'espérance de vie elle était quand même assez basse, donc bon, avoir un village, ça permettait de survivre. En étant relié à un village, les différents clans qui l'habitent ne seraient plus la guerre, donc ça ne créerait pas un monde de paix, mais un monde plus tempéré. Vouloir attaquer un clan, pourquoi pas, mais puisque ce clan est protégé par le prisme de la structure, c'est plus complexe et ça a un effet très dissuasif. Genre, si tu veux attaquer la Kimishi, c'est toi qui vois, mais il va falloir gérer les Uchiwa et les Senju, et... Si t'es un homme, tu viens ici. Et là, tu vas repartir mal, mon copain. Je te le dis, le caveau de mon père et de ma mère, tu vas partir mal. Venez si vous êtes des hommes, je vous attends. Donc voilà, le village est né de cette envie de paix entre un Uchiwa et un Senju, deux clans destinés à s'entretuer. C'est assez poétique je trouve. Un des plus gros flex de toute l'histoire de l'humanité a été quand Hashirama a littéralement donné les bijoux. Genre, tu t'appelles Hashirama, le dieu des shinobi. Tu es le Hokage du village le plus puissant et de très loin. Tu possèdes les 9 uniques bombes nucléaires du monde. Et tu les donnes. Essayez de faire mieux niveau flex. Il les a donnés parce qu'il n'en avait théoriquement pas besoin. Son village était en sécurité dès lors qu'il était en vie. Même si, bon, c'était plus complexe que ça, mais bon, soyons RP... c'est un sacré flex. Bref, il les a distribués pour une raison simple, instaurer la paix. Si chaque grande superpuissance possède une bombe nucléaire, bah les conflits sont censés s'arrêter. Un village qui en attaque un autre prend le risque de se faire attaquer par un bijou, et globalement, les villages capables de gérer un bijou sont quand même assez rares. Ça fait que pour éviter de se faire raser, on n'essaie pas de raser ses voisins. Et le système a fonctionné. À peu près. Si un village possède tous les pouvoirs, les autres continueront de se faire la guerre entre eux, mais si tout le monde a les mêmes pouvoirs, on tempère parce que tout le monde avait peur de se faire attaquer par un bijou, donc on n'envoie pas le sien. Simple, mais diaboliquement efficace. Est-ce que vous vous souvenez des premiers clans de Konoha ? Ça va vous surprendre. Konoha a évidemment été bâti par l'alliance Uchiwa-Senju, on l'a vu juste avant. Mais juste après la création de cette structure, deux clans les ont rejoints. Il ne s'agit pas des Hyuga, il ne s'agit pas des clans Inoshikasho, il ne s'agit pas des Uzumaki. Il s'agit des clans Sarutobi et Shimura, respectivement les clans d'Hiruzen et de Danzo, les futurs patrons. Ça démontre bien le lien puissant entre ces deux clans et Konoha, parce que littéralement c'était les premiers à faire confiance en cette nouvelle configuration. Et le fait que justement Hiruzen et Danzo soient les élèves de Tobirama, ça me fait un petit peu sourire. Surtout quand on sait que Kagami Uchiwa était aussi dans le groupe. Ça fait Uchiwa, Senju, Sarutobi et Shimura, le quatuor de légende. Et oui, comme tout le monde, j'avais oublié ce détail. Ah moi aussi ça m'arrive de commettre des erreurs. Je suis pas Tenten.
Konoha est étroitement lié à l'Akatsuki, que ce soit niveau création ou niveau destruction. Mais surtout, Konoha est également étroitement lié à l'intégralité des grands méchants de cet univers. Nagato par le prisme de Jiraiya, Obito c'est un ninja de Konoha, Orochimaru Konoha, Kabuto Konoha, Madara fondateur de Konoha, Kaguya ancêtre des Uchiwa et des Senju, les fondateurs de Konoha, Sasuke le méchant final, oui bon vous avez compris. Seuls les méchants secondaires ne le sont pas forcément, mais même comme ça il y en a un paquet. Et est-ce que c'est dû au fait que Konoha est le village principal et que bah du coup l'intégralité des concepts majeurs tournent autour d'eux? Bah c'est grave possible, mais bon, factuellement on ne peut pas ignorer ces liens. Va falloir me le surveiller ce village, moi je vous le dis. Le village de Konoha s'est fait baptiser ainsi par Madara, et en plus j'adore l'histoire de la création de ce nom. Il y avait le terrain vague qui allait faire office de village par la suite. Madara a ramassé une feuille trouée, a regardé à travers, et l'a nommé Konoha, le village caché des feuilles. Le village caché derrière la feuille. Hashirama a trouvé ça pas très recherché, mais j'aime quand même l'idée qu'un corps si petit puisse cacher un village si grand. Là encore, c'est assez poétique. Mais le logo, c'est une feuille bizarre, non? Non parce que moi quand je dessine une feuille, ça ressemble à ça. Quel artiste soit ce pros. Du coup, pourquoi cette forme aussi étrange? Eh bien l'explication est trop cool. Vous le savez, les Uzumaki et les Senju sont des amis proches depuis longtemps et tellement ce sont des bros, les vestes de Chunin ont la spirale dans le dos. C'est énorme. Mais ce qui est encore plus énorme, c'est que même le logo du village n'y a pas échappé. L'emblème de Konoha et la fusion entre la spirale des Uzumaki et la feuille. Un très beau geste d'amitié de la part de Konoha. Et bordel, on aurait tellement dû développer les Uzumaki. Mais rassurez-vous, ils vont revenir dans cette vidéo et vous n'êtes pas prêts. Mais en attendant, on va plonger un petit peu dans notre iceberg. Rock Lee est un être à part dans l'univers de Naruto, dans le sens où c'est un ninja, mais qui ne peut pas utiliser de ninjutsu et de genjutsu, donc deux des trois grands arts ninja. Et cette impossibilité entre guillemets a donné naissance à pas mal d'incohérences dans la tête de pas mal de fans. En mode, bah, comment il fait pour marcher sur l'eau s'il a pas de chakra? Oui bon je sais c'est pas malin mais bon il faut tout pour faire un monde. En fait Lee peut utiliser du chakra. Et attention surprise, il peut même utiliser du ninjutsu et du genjutsu. Ce qui a été dit et jamais réfuté, c'est que Lee est extrêmement mauvais dans ces domaines. Il est nul, au point que sa seule façon de pouvoir se battre c'est à l'ancienne avec les patates manouches. Par contre il n'a aucune impossibilité génétique à utiliser ninjutsu et genjutsu, c'est juste qu'il est nul. Un peu comme Guy au final. Guy ne pouvait pas à l'académie mais en grandissant il a pu maîtriser l'invocation qui est du ninjutsu. Et quand on regarde ses stats, 3 en ninjutsu et genjutsu, donc bon, il peut. Même Lee n'est pas à 0, donc ça prouve bien qu'il le peut. Et du coup, par extension, il peut même utiliser du chakra. Tous les humains le peuvent, même les fauves. Le deuxième Hokage, vous le savez peut-être, mais a été un Hokage de qualité. Autant Hashirama il avait du cœur, autant Tobirama il a mis tous ses points de compétence dans son intelligence. Bulle de mage, espadon clair de lune, katana lunaire, tel était Tobirama. Tobirama révolutionnait le monde ninja en apportant notamment le système d'académie. C'était la volonté de son frère, mais c'est lui qui l'a mise en place. Par conséquent, c'est également lui qui a créé le système de Grand Ninja et probablement celui qui a créé l'examen de Chunin. La police, la division en départements, la classification des missions, la création d'un nombre absurde de jutsu qui sont devenus les jutsu phares des plus grands ninjas à l'époque actuelle, ouais hein. Tobirama c'est un révolutionnaire. Et techniquement, quand Hashirama a partagé tous les bijoux, c'est lui qui a incité pour les faire payer, parce que ça avait un intérêt. Réduire les caisses des autres pays les empêchait de se préparer à une guerre, donc en faisant ça, il a minimisé encore plus le risque de conflit. Hashirama il avait de bonnes idées, mais personne ne les exécutait, comme Tobirama. Respect mec. Konoha voulait du sang, de la chic et des molaires, et ce, depuis le début. Parce qu'il n'y a pas un village aussi guerrier que Konoha, malgré ses grands airs de patrie protectrice. Konoha participait à la première grande guerre, dans ce qui semble être un conflit né de la volonté de Konoha de récupérer toutes les ressources des autres pays. La deuxième grande guerre opposa Konoha, dirigé par le troisième Hokage Hiruzen Sarutobi, Suna, dirigé par le troisième Kazekage, Ame, dirigé par Hanzo la Salamandre, et Iwa, dirigé par le troisième Tsuchikage, Onoki. Là, c'était plutôt une guerre pour survivre à cause du manque de thunes. La troisième grande guerre opposa Konoha, Iwa et Kusa, et c'est globalement la guerre où il s'est passé le plus d'événements majeurs, mais c'est pas le sujet ici. Et enfin, quatrième grande guerre ninja, on la connaît tous, c'était l'alliance contre Obito, Madara et Kabuto. Donc ouais, Konoha n'a jamais eu peur de prendre les armes malgré tout.
Après la mort d'Hashirama, le Mokuton devient une obsession stratégique pour Konoha, car il représente un pouvoir capable de rivaliser avec les bijoux. Et c'est dans ce contexte qu'Orochimaru mène des expériences humaines visant à implanter les cellules du premier Hokage afin de recréer artificiellement ce pouvoir héréditaire. À l'origine, ces recherches sont autorisées implicitement par le pouvoir en place, car Konoha cherche à conserver l'avantage que représentait Hashirama, mais très vite, le taux d'échec était catastrophique. Genre, la majorité des sujets meurent ou subissent des mutations incontrôlables. Face à ce danger, le troisième Hokage met officiellement fin à ses expériences, jugeant le Mokuton trop instable et immoral à reproduire artificiellement. Cependant, Danzo, votre personnage préféré, obsédé par la survie et la suprématie de Konoha à tout prix, poursuit ses travaux en secret avec Orochimaru, convaincu que le village ne peut pas se permettre de renoncer à une telle arme. Leur objectif est alors double. Pour Danzo, obtenir un pouvoir lui permettant de protéger Konoha dans l'ombre et de rivaliser avec l'Hokage, et pour Orochimaru, percer les limites de la biologie humaine et de l'héritage génétique ninja. Cette collaboration aboutit notamment à Yamato, seul survivant stable des expériences, et à l'implantation massive de cellules d'Hashirama sur le corps de Danzo, qui lui permet de contrôler temporairement le Mokuton, mais au prix d'une instabilité permanente. On comprend alors pourquoi ces expériences ont été abandonnées officiellement. Le pouvoir d'Hashirama ne se transmet pas sans conséquences. Un des éléments les plus souvent incompris et malheureusement souvent considérés comme incohérents, c'est pourquoi le rouleau des techniques interdites? Je veux dire, oui, t'as un rouleau avec les techniques interdites qu'on refuse que les ninjas apprennent, mais du coup, comment les ninjas maîtrisent le multiclonage? C'est pas un jutsu si rare que ça, donc c'est vrai que ça me fait quand même sourciller du sourcil. Mais là encore, faut se pencher sur le pourquoi du comment du que quoi de pourquoi c'est interdit. C'est pas interdit dans le sens je ne veux pas que vous appreniez cette technique. C'est interdit dans le sens je ne veux pas que vous l'appreniez de vous-même. C'est subtil mais c'est important. Une technique est interdite lorsqu'elle représente un risque. Le multiclonage par exemple, c'est le risque de perdre la moitié de son chakra bêtement si son clone se fait détruire. Sur le champ de bataille, tu utilises un clone, tu perds la moitié de ton chakra pour le créer, et s'il se fait détruire, bah il revient pas. Tu es donc handicapé de 50% de ta réserve. Le fait que le jutsu soit interdit à l'apprentissage est une barrière pour protéger les jeunes en apprentissage justement. Si un ninja supérieur, comme un membre de la famille ou un sensei, décide que le ninja est prêt, alors il pourra lui apprendre. Pour reprendre l'exemple du multiclonage, si ton sensei considère que t'as les capacités physiques et la maturité de l'utiliser, alors il peut te l'apprendre. C'est comme ça que les jutsu interdits entre guillemets sont apprenables, mais pas tout seul. Genre, si on envoie un jeune sur le terrain qui utilise le multiclonage à mauvais escient, bah il se met en danger et il compromet la mission, donc ça demande une vérification préalable. Et c'est pareil avec quasiment tous les jutsu interdits. Les seules exceptions seront les jutsu comme l'Edo Tensei, mais là c'est plus les codes moraux qui créent cette barrière. Eux ne sont pas prenables, mais les autres le sont. Bref, l'Edo Tensei sombre, mais pas aussi sombre que ce qui nous attend, s'immergeant encore un petit peu plus dans notre iceberg. Cette transition incroyable, oulala. Arrêtez de rire. On l'a vu juste avant, Lee est extrêmement mauvais dans la pratique du ninjutsu et du genjutsu, ce qui fait qu'il a dû se limiter rapidement au taijutsu. Sauf que la raison de cette incapacité pourrait être plus profonde qu'on ne l'imagine. Genre, et si Lee était un autiste? Le ninjutsu et le genjutsu reposent sur la manipulation du chakra qui est invisible et abstrait. Sauf que les personnes avec des traits autistiques peuvent avoir plus de mal avec les concepts très abstraits. Alors que le taijutsu est concret, physique, répétitif et mesurable, parfaitement aligné avec un fonctionnement basé sur le corps, la routine et l'effort tangible. Rock Lee excelle dans un domaine où les règles sont claires, visibles et maîtrisables sans interprétation mentale ou sociale. En gros, son corps s'est habitué aux mouvements concrets, donc il peut les reproduire mieux qu'une personne qui réfléchit. Non, en vrai, je le fais passer pour un gogol, mais je vous jure que c'est pas mon intention. Aussi, même outre cette sphère capacitaire, son comportement peut aussi faire penser à des troubles autistiques. Genre, il est très direct, pas toujours en phase avec les codes sociaux implicites. Il a un comportement aussi très rigide, hein, genre on s'entraîne, on mange et on recommence. C'est sa ligne de vie. Un peu comme la mienne. Il est hyper focus sur des éléments comme son entraînement, mais pas forcément le reste. Et il a aussi une certaine incompréhension du regard des autres, hein, dans le sens où il ne capte pas toujours que son comportement peut déranger. Lee pourrait donc être un autiste. Même si j'avoue que je ne pense pas que Kishimoto ait créé ça, je pense qu'il voulait plutôt magnifier le travail acharné et l'effort. Mais soit. Encore? Non mais ça commence à suffire là, hein. T'arrêtes. Le village de Konoha est relié assez méchamment à l'Akatsuki, et de pas mal de façons. Déjà, la plus évidente des façons, Jiraiya a sauvé Yaiko, Konan et Nagato, les a formés et leur a transmis sa volonté de paix. Cette transmission a renforcé leurs propres convictions, ils voulaient la paix dans ce monde, et ça a mené à la création de l'Akatsuki. Sauf qu'elle a basculé du mauvais côté de la force quand Hanzo de la Salamande les a trahis. Et cette trahison, elle est due à la manipulation de Danzo, un ninja de Konoha. Mais on peut aller encore plus loin. Nagato, après la mort de Yaiko, a pété les plombs, mais faut avouer que l'Akatsuki n'aurait pas été la même s'il n'y avait pas eu les graines de discorde semées par Obito. Obito,
ancien ninja de Konoha. Et ce dernier n'a fait que suivre le plan de Madara, le cofondateur de Konoha. Ça fait déjà beaucoup, mais c'est pas fini. Konoha est le village qui a recensé le plus de membres de l'Akatsuki. Obito en tout premier, ensuite Orochimaru, ensuite Itachi et enfin Sasuke, donc 4 membres. Sauf qu'inversement, Konoha est également le village qui a éliminé le plus de membres de l'Akatsuki. Et quand je dis le plus, je veux dire le seul village qui a éliminé des membres de l'Akatsuki. À la limite, Shiyu de Suna l'a également aidé, mais bon, hein. Vous avez capté. L'intégralité des membres de l'Akatsuki se sont fait éliminer par des ninjas reliés à Konoha. Ou du moins leur mort a été provoquée par un ninja relié à Konoha, parce que je sens que ça va jouer sur les mots. Nagato contre Naruto, c'était un sacrifice. Conan contre Obito. Itachi contre Sasuke. Kisame contre Gai. Kakuzu contre Kakashi. Hidan contre Shikamaru. Deidara contre Sasuke. Sasori contre Sakura. Zetsu contre Naruto. Et Obito... Bah, c'est le seul à être mort contre une autre personne, hein, Kaguya, mais comme c'était pour protéger Naruto, ça compte selon moi. Et si je vous disais que Naruto a eu une enfance catastrophique à cause de Danzo, vous me croyez ? Bon, sûrement oui, parce que bon, c'est Danzo, donc forcément il est coupable. Mais j'avoue que là, c'est littéralement expliqué dans le roman d'Itachi. L'idée derrière Danzo, c'est pas seulement de contrôler Naruto, mais aussi de canaliser la haine et la peur post-Kyuubi vers un seul bouc émissaire. Après l'attaque de Kyuubi, effectivement, Konoha est un petit peu traumatisé, hein, au bord de la paranoïa. Laisser cette peur se diffuser librement aurait pu fragmenter le village, provoquer des conflits internes ou des soupçons entre clans. En encourageant indirectement, voire même très directement, la population à associer Naruto à Kyuubi, Danzo concentre cette haine sur une figure unique, ce qui évite qu'elle se retourne contre les institutions, le Hokage ou sur certains clans précis. D'un point de vue politique froid, Naruto devient une sorte de paratonnerre émotionnel, un symbole vivant du désastre qui permet au village de rester uni dans la peur et le rejet d'un même responsable entre guillemets. C'est quand même le même type de raisonnement que Danzo applique partout, hein. Stabilité par la coercition, unité par l'ennemi commun, même si cet ennemi est un enfant innocent. Mais comme c'est Danzo, voilà quoi. Ouais, c'était pas un enfant de cœur. Et en parlant du loup... Une question qui revient assez souvent dans la partie 1 de Naruto, c'est... Bordel, il était où Danzo? Après avoir remué ciel et terre pour devenir Hokage, quitte à laisser Konoha se faire détruire, pourquoi il a pas cherché à choper le poste d'Hokage après l'attaque d'Orochimaru? Eh bien la réponse est assez simple, il n'était pas encore créé à ce moment-là. Le personnage de Danzo n'a été créé que bien plus tard, donc cette occasion en or de devenir Hokage, il ne pouvait pas la saisir. Mais soyons RP, pourquoi Danzo il a pas essayé dans la partie 1, genre, imaginons qu'il existait déjà? Bah, selon moi, ça aurait été trop gros. Le village se fait attaquer par Orochimaru et son allié réclame le poste juste après? Ça aurait pu être louche, hein. Danzo et Orochimaru étaient de mèche, donc si Danzo profite de cette occasion, ça aurait pu mettre la lumière sur lui, et par extension, sur ses magouilles. Et comme Jiraiya était le candidat principal à ce poste, Danzo il a dû patienter, et son tour serait sûrement venu si Tsunade avait refusé. Donc voilà, l'explication elle est moyenne, mais elle est pas forcément illogique. L'Alliance Ninja était composée de 80 000 guerriers répartis entre 5 grands pays et les samouraïs. Sauf que Konoha, qui est le plus grand village ninja niveau population, a vraiment minimum 13 000 ninjas? Bah... non. Mais c'est pas forcément illogique pour autant. En fait, on sait que Naruto est le numéro 12 607, donc potentiellement le 12 607ème ninja de l'histoire de Konoha. Sauf que pendant une guerre, tu n'envoies pas les genin, donc le nombre diminue forcément. Donc... Comment Konoha, le plus grand village ninja niveau population avec 13 000 ninjas depuis le début de la création et les 4 autres villages ont pu envoyer 80 000 ninjas à la guerre? Bah, en fait, je pense qu'il y a méprise. Ce ne sont pas Konoha, Suna, Iwa, Kumo, Kiri et les samouraïs qui ont envoyé 80 000 guerriers, mais les 5 grands pays. Et ces 5 pays ne sont pas composés que d'un seul village ninja. Donc chaque pays a envoyé le plus de ninjas possible, et au final, tous rassemblés, ça fait 80 000 guerriers. Donc voilà, je sais pas si vous le saviez, mais l'erreur elle est trop souvent commise. Après, oui, les autres villages ninjas sont assez petits, mais vu qu'il y en a beaucoup, 80 000, c'est atteignable. Mais bref, sortez masque, tuba et surtout lampe torche, parce qu'on va s'immerger encore un petit peu plus dans les profondeurs de notre iceberg. L'un des clans ninja les plus puissants all-time, disparu, sans qu'on ne le sache. Vraiment. Et pourtant... c'est peut-être le cas. Le clan Senju n'existe plus réellement dans l'univers de Naruto, si ce n'est par le prisme de Tsunade, qui est la dernière représentante de cette lignée, qui risque d'ailleurs de partir avec elle. Super triste d'ailleurs. Mais, en vrai, qu'est-ce qu'on en sait? Parce que le clan n'a peut-être pas disparu. Potentiellement, il existe encore. À mon sens, les Uchiwa ont décidé de rester entre eux afin de conserver la pureté de leur lignée. Genre, on veut pas de métissage.
Ne sortez pas cette phrase de son contexte. Alors que les senju sont connus pour être des petites boules de bonheur, donc pourquoi pas se dire qu'ils ont tout simplement fait des gosses avec les autres. Un senju plus un autre être humain, ça donne un demi-senju. Ce demi-senju avec un autre être humain, ça donne un quart de senju, etc. Et au final, le clan s'est dilué de plus en plus pour au final ne laisser que des ninjas d'origine senju. Genre, on a tous un pote qui nous a déjà dit « Oui, tu sais, moi je suis 14,56% italien ». Mamma mia. Bah là c'est pareil, tu peux être relié au clan Senju, mais pas forcément de manière directe. Donc est-ce que ce clan a réellement disparu? Pas forcément. Ça, c'est une de mes plus grosses interrogations dans le manga. Comment Hiruzen acceptait la situation des Hyuga? Non, parce que techniquement, il y a la moitié d'un clan qui a fait de l'autre moitié leurs esclaves et tout le monde trouve ça normal. Eh ben, je me dis que, en tant que chef d'un village, tu te dois de faire respecter un certain principe, mais laisser faire les Hyuga, ça fait un peu beaucoup là, non? Même si les familles font ce qu'elles veulent à l'interne, laisser faire ce genre de pratique, ça me fait sourciller du sourcil, hein. Après, je me doute qu'obliger une famille aussi influente que les Hyuga à abandonner leurs pratiques, c'est tendu, hein, surtout que Konoha avait besoin d'eux. Si les Hyuga se sentent mal, ils pourraient fuir ailleurs, et je pense que n'importe quel village qui reçoit les Hyuga, l'heure de jutsu et les infos sur le village, bah on sortirait grandi. Konoha devait éviter ça, donc fallait les brosser dans le sens du poil. Konoha ne pouvait pas se permettre de leur faire une croix dessus. Ils le faisaient déjà assez bien sur leur tronche, si vous voyez ce que je veux dire. En vérité, est-ce que Danzo a réellement convaincu le daimyo de le nommer Hokage? Je me dis que quand on voit la scène, Kakashi semble être le candidat idéal. Il est respecté par tous, le daimyo l'aimait bien et sa jeunesse était une force justement. Et le daimyo a sélectionné Danzo dans le plus grand des calmes, sans grand discours. Donc, pourquoi? Eh bien en vrai, il est possible qu'il ait utilisé le Kotoha Matsukami comme il l'a fait avec Mifune. Puisqu'il possède les cellules d'Hashirama, le Kotoha Matsukami pourrait recharger beaucoup plus rapidement et ça lui assurait le poste d'Hokage. Le daimyo il semblait plutôt bien parti pour choisir Kakashi et d'un claquement de doigts il a choisi Danzo donc... Bon, c'est bizarre. Un petit peu plus tôt, j'ai dit que Tobirama était la cause de globalement toutes les bonnes choses au village. Mais à contrario, c'est aussi le responsable de la grande majorité des événements négatifs. Bah oui, sa méfiance envers les Uchiwa et sa peur de Madara l'ont conduit à les mettre dans un rôle qui allait les faire passer pour les méchants aux yeux du peuple. Le peuple allait les voir comme la figure d'autorité, donc niveau appréciation, pas foufou. Par extension, ce rejet leur a donné une sensation d'exclusion, d'injustice, et leur coup d'état comme fondement leur non-acceptation auprès des autres. Sans ça, genre avec les Uchiwa bien traités dès le début, ils se seraient battus corps et âme pour leur village, mais puisque Tobirama ne les a jamais véritablement acceptés, on s'est dirigé vers un bain de sang. Bain de sang qu'il n'a pas commandité, effectivement, mais qui lui est, en partie, imputable. Par extension. L'examen Chunin a pour but de vérifier si les genin ont ce qu'il faut pour monter en compétence et partir dans des missions plus complexes ou tout simplement en prendre la tête. C'était une des volontés d'Hashirama ancrée dans le village, il fallait un lieu où les jeunes pourraient prendre en compétence sans risquer leur vie. Mais vous voyez le problème ici ? Une des parties de cet examen, c'est l'épreuve de la forêt de la mort, et cette épreuve est dangereuse. Dangereuse au point où il faut justement signer un document pour décharger le village de sa responsabilité en cas de votre décès. Rassurant, hein ? Sauf que ça, c'est un petit peu contradictoire avec le but premier de l'académie, justement, apprendre sans mourir. Et sur ça, oui, je suis d'accord. Mais je vais quand même nuancer un petit peu. Certes, on peut mourir, mais la probabilité de mourir dans cet examen est quand même bien plus faible qu'en mission à l'époque, donc quelque part, il y a une bonne évolution. Et surtout, dans ce genre d'examen, il n'y a pas tous les jours des psychopathes comme Gaara pour éliminer ceux qui sont devant lui. Donc là encore, les autres années, les pertes ont dû être assez limitées. Surtout que j'imagine que les Kage de chaque village préviennent leurs poulains de pas trop faire de vagues, parce que sinon, ça pourrait chauffer entre les deux pays. Du coup, l'examen Chunin peut tuer, ce qui est contradictoire avec l'esprit d'Hashirama de base, mais les risques sont quand même minimes. Et dans tous les cas, faut créer des hommes forts, et c'est face au danger qu'ils le deviennent. On était tellement pas dans un monde de bisounours à cette époque. Ouh là là. Mais bref, plongeons encore une dernière fois dans les abîmes de notre iceberg. Les Uzumaki seraient un clan relié de très près aux divinités dans Naruto. Dans Naruto, justement, les dieux, ils ont pas l'image traditionnelle qu'on a d'eux. Par exemple, Hagoromo peut être considéré comme un dieu. Kaguya, pareil, mais il existe des divinités plus obscures, comme par exemple le dieu de la mort. Ce dieu est une entité qui n'existe pas dans le monde des vivants, qui existe seulement dans le sien. C'est pour ça que les ninjas ne peuvent pas le voir en dehors du moment où ils se font toucher. Et ce dieu est utilisé par les Uzumaki, clan réputé pour la puissance de leur Fuinjutsu. Sauf qu'un élément qui m'a toujours troublé, c'est ça. Les masques. Quand Orochimaru a voulu retrouver l'usage de ses bras, il a utilisé le masque du dieu de la mort. Mais qu'en est-il des autres masques? Est-ce qu'il s'agit aussi de divinités?
Bah c'est grave possible. Surtout que les autres pays sont alliés pour éliminer les Uzumaki, c'est bien qu'ils représentaient un certain danger. Du coup, ça expliquerait pourquoi. Parce qu'ils utilisaient un pouvoir divin. Les Uzumaki resteront à jamais le plus gros what if de ce manga. Un clan qui semblait tellement puissant mais qu'on ne développera jamais. Malheureusement. La mythologie Naruto peut être lue comme un récit puissant des archétypes universels, avec des parallèles intéressants avec l'eschatologie abrahamique et certaines idées de société secrète. Le Tsukuyumi infini, avec son œil unique et sa capacité à plier le monde à sa volonté, évoque le concept de nouvel ordre mondial et l'antéchrist, rôle que l'on peut attribuer à Madara ou à Obito. L'Akatsuki, en regroupant uniquement les ninjas renégats les plus puissants, rappelle une société secrète élitiste, similaire au club ou société occulte décrit dans certaines théories du complot. À l'opposé, Naruto incarne la figure messianique, l'enfant de la prophétie, capable de sauver le monde et neutraliser le plan destructeur de l'antéchrist à l'image de Jésus revenant pour affronter le mal. Kaguya peut être vue comme une figure symbolique d'Adam et Ève. Elle ne vient pas de la terre et acquiert le chakra en consommant le fruit de l'arbre divin comme Adam et Ève obtiennent le libre arbitre en mangeant le fruit défendu. Agoromo, le sage des six chemins, évoque Abraham avec ses deux fils Indra et Ashura donnant naissance au Uchiwa et au Senju, à l'instar des descendants d'Abraham qui font différents peuples. Le clan Uzumaki, petit et dispersé, peut être comparé aux Araméens, anciennement puissants mais aujourd'hui minoritaires et dispersés, portant pourtant un héritage important, tout comme Naruto, héritier du clan et figure centrale du monde ninja. Enfin, Zetsuno agit comme une force corruptrice permanente, manipulant Kaguya et orchestrant les événements catastrophiques, à l'image de Satan dans la tradition abrahamique. Bon, après je me doute que Kishimoto il a pas créé Naruto de la sorte, mais il n'empêche qu'en construisant son récit à partir de symboles universels de pouvoir, de corruption et de rédemption, on peut faire un parallèle avec la mythologie, la religion et les sociétés secrètes. Jiraiya était le ninja qui semblait le plus au courant sur l'Akatsuki, avant même que ça ne devienne un élément majeur de l'intrigue. Sauf que l'Akatsuki, finalement, elle faisait pas tant de bruit que ça à l'époque, c'était dans leur intérêt. Donc, comment Jiraiya pouvait avoir autant d'informations sur eux, sur qui ils sont, et même sur leur chef qui se montrait jamais? Eh bien, potentiellement, il avait un informateur qui était quand même plutôt proche du groupe, parce que c'était littéralement un de ses membres. Itachi. Et ça semble presque évident en fait. Itachi était un agent double pour Konoha. Jiraiya était toujours loin du village, donc pour le contacter, c'était potentiellement faisable. En plus, quand Itachi est revenu au village, il a déballé le plan à Jiraiya sans problème, comme s'il essayait de lui faire comprendre le message. Et ça expliquerait même pourquoi Jiraiya était confiant à l'idée de les gérer en 2v1. C'était une mise en scène. Jiraiya aurait capté qu'Itachi devait fuir sans faire de victime, donc il les a provoqués, et Itachi aurait fait genre, ils ne sont pas de taille, ce que Kisame a cru. Les deux étaient donc collaborateurs, et la personne qui a renseigné Jiraiya sur l'Akatsuki n'était autre qu'Itachi de l'Akatsuki. Une théorie assez violente, mais tellement incroyable. Minato, l'être qui ne fait jamais rien au hasard selon Jiraiya, aurait prémédité l'enfance catastrophique de Naruto. Et l'aurait accepté. Là, niveau paternité, on est Goku tiers. Parce que l'élite de l'élite des humains les plus vifs d'esprit n'aurait pas compris que le gamin qui porte le démon qui a failli détruire le village allait se faire détester. Il s'attendait vraiment à ce que Naruto soit remercié pour son sacrifice. Eh ben, c'était évident qu'il allait être fui comme la peste, c'était le cas de 100% des Jinchuriki de cette époque. Et pour rappel, sa propre femme a été un Jinchuriki avant son fils, et il savait que sa vie était galère. Donc considérer que son fils allait être différent alors qu'il a eu exactement le même rôle, c'est un peu gros quand même. Mais cette théorie vient plutôt expliquer son plan. Il aurait fait ça pour qu'il devienne Hokage. En effet, en étant rejeté de tous, il a forgé son état d'esprit, et il a voulu, dur comme fer, se faire reconnaître des habitants du village. Il voulait donc devenir Hokage. Sauf que pour devenir Hokage, il faut être fort et vertueux. En faisant de lui un autre, c'était une pierre deux coups. Il s'assurait que Naruto possède un pouvoir capable de franchir n'importe quel obstacle, et il a forgé sa mentalité pour justement devenir Hokage. Devenir Hokage, c'est considérer les membres de son village comme une famille. Donc Minato, en faisant ça, s'est assuré que Naruto veuille reconstruire une famille, juste après avoir perdu la sienne. C'est vraiment lui donner beaucoup de crédit, surtout que j'arrive même pas à dire si c'est une bonne ou une mauvaise chose à la fin. Mais force est de constater que cette théorie est quand même un petit peu stylée, je trouve. Non ? Et enfin, les abîmes de cette vidéo. Les Uzumaki seraient là,
depuis le début. Si je vous disais que le pays des vagues, donc littéralement le premier arc de Naruto, serait en réalité le pays des tourbillons, le pays des Uzumaki. Le pays des vagues n'a pas de village ninja, sûrement parce qu'ils ont perdu le leur. Ça coïnciderait avec le moment où les Uzumaki se sont fait éteindre, avec la disparition du village des remous. Non seulement ça expliquerait pourquoi le pays des vagues n'a pas de village dans un monde où il y en a partout, mais ça expliquerait aussi pourquoi Gato a pu prendre le contrôle du pays aussi facilement. Parce que c'est un pays en ruine et sans défense. Niveau géographie, le pays des vagues et le pays des tourbillons ont un petit air de ressemblance, en mode un avant-après-guerre. Ça correspond aussi niveau placement, les deux sont assez proches de Konoha, donc ça passe. Le pays des vagues aurait reconstruit le pays en ruine comme ils ont pu, et avec les moyens du bord. Par contre, ils ont changé le nom par mesure de sécurité, pour éviter les problèmes de soucis. Bah oui, fallait se détacher complètement des Uzumaki, c'est à cause d'eux que le village il s'est fait détruire, donc bon, on oublie. On passe à autre chose. Et là, symboliquement, on a une pépite entre les mains. Naruto a sauvé le pays des vagues, donc par extension, il a sauvé le pays des tourbillons, la terre de ses ancêtres. Konoha est redevenu allié avec le pays des tourbillons, qui est maintenant connu comme le pays des vagues. Le pays des tourbillons, autrefois détruit à cause des Uzumaki, s'est fait sauver par un Uzumaki, dans un avenir pas si lointain que ça. Surtout que le pont entre le pays du feu et le pays des vagues s'appelle le pont de Naruto. Ce pont sera inspiré du pont Haut Naruto, un pont qui franchit le détroit de Naruto. Et bien ce pont, dans notre monde à nous, est connu parce qu'on peut y observer des tourbillons. Ça par exemple, comme le pays détruit qui aurait donné naissance au pays des vagues, qu'un Uzumaki, tourbillon, aurait sauvé. C'est-il pas beau tout ça? Bon allez, c'est cadeau. Voici mon schéma d'il y a 2 ans. Je vous ressors cette pépite. C'est bon, vous avez tout lu? Parce qu'on va s'arrêter là. Selon vous, existe-t-il d'autres zones d'ombre de Konoha? N'hésitez pas à me les faire savoir, on en discute en commentaire. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous les gens, prenez soin de vous, et la prochaine fois au programme, on redore le blason d'Hinata. Ça fait quand même quelques semaines que je la repousse, elle sortira enfin. Croyez-moi, bien se passer.